Capitale emblématique du Québec, la ville de Montréal est une des destinations préférées du paddock de la F1, car la ville est agréable et les Québécois davantage encore. La ville est composée de 19 arrondissements, dont la particularité commune est d'abriter des populations au langage pour le moins étrange et difficilement compréhensible. Parmi ces arrondissements, on citera La Salle, où les habitants ont pour habitude de festoyer, la salle des fêtes donc, désolé. Ou encore la Chine, un arrondissement particulièrement peuplé et étendu à l'est, mais alors très à l'est de Montréal. Les habitants y sont plus petits que d'ordinaire. On citera encore un endroit où il fait bon vivre, l'arrondissement d'Outremont, et Outremont, c'est Outremont bon. On terminera par Verdun, son parc floral et ses tranchées, et enfin Pierrefonds et son impressionnant château fort. Les filles sont jolies malgré leur agréable senteur de sirop d'érable. Il est parfois compliqué de garder son sérieux dans les moments intimes, compte tenu de leur accent à découper à la tronçonneuse. Une fois l'an, quand arrive le printemps, les Québécois délaissent leur hache le temps d'un week-end pour s'agglutiner sur l'île Notre-Dame au beau milieu du Saint-Laurent. Nous autres Français, sur notre île Notre-Dame à Paris, on a planté une somptueuse cathédrale, qui présente l'inconvénient de brûler certes, mais qui n'en demeure pas moins somptueuse. Les Québécois, moins poètes mais plus pragmatiques, y ont tracé un circuit automobile. Une fois l'an, donc, tabarnak et tarte au sucre, les Québécois gesticulent et vocifèrent au passage de bolides bruyants. C'est le Grand Prix du Canada. Le circuit Gilles Villeneuve est un circuit atypique, comme Jeddah, Melbourne, Bakou, Monaco et somme toute 3/4 des circuits du calendrier. Un circuit atypique donc, composé essentiellement de lignes droites pour aller vite, entrecoupé de chicanes, pour pas aller trop vite non plus parce qu'il faut tout de même pas déconner. On n'y peut dépasser qu'en deux endroits, au bout de la ligne droite des stands comme sur la plupart des circuits, et tadada à l'amorce de l'épingle à cheveux. On y arrive pleine balle, à fond de 8, aux environs de 300 km/h, quand soudain, paf, on plante les freins à 50 mètres du point de corde, si possible pour ne pas s'y faire doubler. Et comme le mec derrière vendrait sa mère pour passer à cet endroit pile à ce moment-là, pour citer Woody Allen, un con sur la route, c'est un type qui parvient à me dépasser malgré tous mes efforts pour l'en empêcher. L'Airpine de Montréal, c'est exactement ça. Entre celui qui est derrière et qui ne veut pour tout l'or du monde surtout pas rester derrière, et celui qui est devant et ne veut surtout pas se retrouver derrière, ça se termine souvent avec un changement d'aileron avant au prochain passage par les stands et une jolie facture de carbone à destination du service comptabilité. La zone ayant été raccourcie, il est dorénavant plus délicat de dépasser, mais cela est équilibré par l'absence de Nicolas Latifi. Ça là c'est pour moi. Évidemment, en cas de pluie, il convient d'user de vigilance car l'endroit est encore plus piégeux que d'ordinaire. Dès lors, on roule sur des œufs à la coque. On s'appliquera à soigner autant que possible son angle de braquage, car si on se rate et qu'on tire trop loin, on doit surbraquer en sortie pour éviter le rail, et comme on roule déjà sur des œufs, c'est le fameux rail de coque. Et comme on n'est pas bien aligné pour la sortie, on se retrouve garé dans l'interminable ligne droite qui suit, et qui nous ramène sur la chicane des stands et le trop bien connu mur des champions, cet endroit particulièrement sournois qui aimante les monoplaces. Les plus grands champions s'y sont laissés prendre, les plus adroits acrobates, les pilotes moyens et même Nicolas Latifi. Celle-là c'est pour toi. Pour conclure, on pourra résumer en disant qu'il vaut mieux ne pas rater le point de corde à l'épingle de Montréal. Pardon ? Bien sûr que c'est vrai pour tous les virages et sur tous les circuits, sauf le Castellet où même Nicolas Latifi peut sortir sans dommage, à part peut-être Charles Leclerc, mais c'est pas le sujet. Le sujet du jour, c'est l'Airpine de Montréal, pis c'est tout. Et la Formule 1, c'est bien le fun ici. Avant, pour pimenter une séance qualificative, il y avait la pluie. Et Nicolas Latifi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, pour mettre le dawa dans une séance, nous avons Carlos Sainz. Pour nos amis espagnols, ou tout simplement fans du ténébreux madrilène, je vais essayer de ne pas trop le charger. Oh et puis merde, comment défendre un gars qui, non content d'être garé tant en qualif qu'en rythme de course face à Charles Leclerc, pulvérise sa monoplace dans les Tech Pro tous les 3 tours et se met en danger en jouant les chicanes mobiles sur le circuit pendant que ses collègues sont lancés à pleine balle pour un tour rapide. Quand on roule à 20 à l'heure sur une partie où on est censé rouler à 300, on se serre à droite au lieu de rouler au beau milieu de la piste.
Et le mec ne voit même pas le problème. Sérieusement, Carlos, t'es con ou t'es con ? Là, on rentre dans le cercle très fermé, constitué par Pastor Maldonado, Nikita Mazepin et Nicolas Latifi. Fred Vasseur devrait se poser des questions quant à son prochain recrutement de pilote, parce que là, sérieusement, comme il n'y a qu'un pilote chez Aston Martin, Fernando Alonso, qu'un pilote chez Red Bull, tant la différence entre Max et Checo commence à être très sérieusement embarrassante, il n'y a qu'un seul pilote chez Ferrari, qui commence à être de plus en plus exaspéré par la Scuderia. Sérieusement, moi qui ai toujours défendu Carlos sur son statut de soi-disant fils à papa, en qui j'ai toujours vu un pilote fiable et solide, depuis quelque temps, faut bien admettre que ça ne va plus. Quand il coupe la route à Gasly à l'entrée de la chicane, si Pierre n'a pas un réflexe de Jedi, il atterrit directement dans les stands. 3 places de pénalité ? Quel joke, sérieux. Il en méritait 3 pour Gasly, 3 pour Tsunoda et 5 pour Albon, avec au moins 6 points de retrait sur le permis. Quand on n'est pas compétitif, au moins on essaye de ne pas mettre les autres en danger et de ne pas leur ruiner leur week-end de course. D'autant que c'est pas la première fois. Demandez à Alonso, rappelez-vous Melbourne. Je crois qu'une course d'exclusion, comme le réclame Gasly, serait une leçon minimum pour un type qui ne comprend plus rien à rien. A-t-il toujours sa place chez Ferrari ? Mais l'a-t-il jamais eu ? Et a-t-il toujours sa place en Formule 1 ? Dites-moi en commentaire. Mais moi j'ai ma petite idée. Bon, assez plaisanté, et laissons là le cas Sainz et parlons Formule 1. Aux antipodes de la médiocrité madrilène, il y a Alex Albon. Stupéfiant. Au volant d'une Williams, comme de coutume dépassée, et laissant Logan Sargent à un apprentissage difficile compte tenu des circonstances, Alex nous gratifie d'une P1 en Q2, avec une Williams. Si Fred Vasseur cherche un remplaçant à Carlos Sainz, j'ai bien un nom à lui glisser à l'oreille. Ce type est incroyable, et même si on renonce à comptabiliser ses exploits au volant d'une monture pour le moins compliquée, on s'est régalé à le voir allumer les partiels en violet. Un peu plus loin, son coéquipier Logan Sargent, le rookie américain, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et c'est pas si mal. Si Nick De Vries s'offre un sursis en devançant son coéquipier japonais, pour ceux qui se demandent où il est le Yuki, il est dans la chicane, gêné par Carlos Sainz. Alors que le pauvre Bruce Lee souffre avec sa mécanique, provoquant le premier drapeau rouge de la session, le bûcheron finlandais, casquette, moustache, mulet et hache entre les dents, se débrouille pour se qualifier à une 14e place, pas si mauvaise que ça compte tenu des qualités actuelles de sa monoplace. J'ai l'impression que chez Alfa Romeo, à force de préparer l'arrivée d'Audi, on en a lâché la saison 2023. Si Esteban Ocon, le plus expérimenté des 2 pilotes alpines au sein de la structure, se qualifie à l'extérieur de la 3e ligne à une excellente 6e place, prouvant si besoin était son toucher de guidon dans des conditions périlleuses, Pierre Gasly doit se contenter de la 15e position de départ par la faute de Carlos Sainz qui lui a ruiné son meilleur tour en qualif. Dommage car les 2 Normands étaient dans le même rythme, mais Laurent Rossi n'a rien à reprocher à Gasly qui après tout a juste sauvé la voiture d'un accrochage certain grâce à ses réflexes de Jedi. Ragnar Magnussen à la barbe blonde pointe 10 places derrière l'incroyable Hulk, lequel ne manque jamais d'être dans les bons coups quand la pluie s'en mêle. Première ligne. Puis 3 places de pénalité pour avoir roulé 10 km/h trop vite sous drapeau rouge, ce qui est convenons-en tout à fait inacceptable et dangereux. Tout autant que Sainz qui manque de tuer Albon et Gasly, selon les commissaires de la FIA, qui n'ont pas fini de faire parler de leur incompétence à force de décisions incompréhensibles. P12, Pérez. Si, P12, avec une Red Bull, dont on nous dit qu'elle est dominatrice, nettement au-dessus du lot. Il y a devant la numéro 1 les 2 Mercedes. Oui, parce que chez Mercedes, Toto Wolff a eu la présence d'esprit de mettre 2 pilotes. Les 2 Ferrari, juste devant, mais on va en reparler, croyez-moi. Les 2 McLaren, une Alpine, une Haas, une Williams. Quand je vous disais que l'écart de 2 secondes au tour quand même, commençait à être inquiétant pour ne pas dire embarrassant. Depuis qu'il nous a annoncé sans rire qu'il évolue sur le même plan astral que Max et qu'il allait le défier jusqu'au bout pour le titre mondial, Los Polos ne sait plus où se trouve le Mexique. Dieu sait qu'on l'aime notre Checo, mais là c'est plus un gap, c'est un gouffre. Et dans ce trou, notre bon potager Helmut Marko ne pourra-t-il pas planter Lando Norris ? Ça éviterait peut-être qu'à l'arrivée du Grand Prix,
Quand Checo franchit le drapeau, on est dans la tête en pensant à l'arrivée de Max, un générique de film nous informant qu'il y a bien longtemps, dans une galaxie fort lointaine. P10 et P11 tirent groupés des Ferrari. Je sais pas pourquoi, mais on est moins choqué par la P11 de Sainz, lequel aura dû partir d'encore plus loin, que par la P10 du Monégasque. On imagine le beau Charles se fracasser le crâne de rage dans son motorhome comme dans un dessin animé de Tex Avery, tant la Scuderia continue de patauger dans le sirop d'érable. Mais bordel, quand votre pilote, que vous payez des millions, vous dit de lui mettre des softs, mettez-lui des softs. Ce garçon-là fera le reste. Charles fait toujours le job en qualif. Étonnamment, Oscar Koala-Piastri partage la 4e ligne avec son coéquipier de chez McLaren, un Lando Norris toujours aussi excellent sous la pluie. Bah oui, c'est un Anglais. Nonobstant une jolie figure improvisée dans les S en fin de Q3, ce qui ruinera la qualif d'Albon, faudra expliquer à Crocodile Dundee que quand la voiture part en vrille, c'est debout sur les freins, pas en roue libre. Quant à Lando, je sais que je suis pas le seul à me faire cette réflexion, mais à la place d'Helmut Marko, moi je sais ce que je ferais. Chez Mercedes, si manifestement la monoplace n'est toujours pas à la hauteur des attentes, autrement dit la première ligne, toute de noir vêtue, il est évident qu'il y a bien 2 pilotes au sein de l'écurie, et c'est sans surprise que les 2 surfeurs anglais verrouillent la 2e ligne. Lawrence Stroll, patron de l'équipe vert métallisé, nous a annoncé sans rire que son rejeton pourrait challenger Papi Alonso d'ici la fin de la saison. Ah bon ? Et il voit ça comment ? Il a une sacrée bonne vue, parce que je vois pas Neptune aligné avec Mercure au chrome et le Sagittaire avant de s'en servir. Stroll P16, Alonso P2, à 41 ans. Vous avez dit embarrassant ? Chez Red Bull, on dirait catastrophique, chez Mercedes, inacceptable, et chez Aston Martin, que les 2 pilotes sont au même niveau. Je vous avais dit qu'on allait se poiler. Alonso qui espère ne pas finir à 20 secondes de max, mais plutôt à 2 secondes, mais toujours derrière, tant devant semblerait irréaliste. Last but not least, le double champion du monde en titre et actuel confortable leader du classement signe sa 25e pole position en Formule 1, pour aller chasser les 41 trophées d'Ayrton Senna. Mais comment l'a-t-il obtenu sa 25e pole ? Dans des conditions propres et avec une monoplace largement supérieure aux autres ? À vrai dire, pas vraiment. Sous la pluie, 2 secondes et 11 places devant son coéquipier. Quand j'ai vu la monoplace bleu marine décrocher la première fois et repartir soudée, j'ai cru revoir Nigel Mansell. Mais quand j'ai assisté au reste du tour, ça m'a fait penser à quelqu'un. Si mon opinion est de peu d'importance, et que les déclarations d'Helmut Marko nous donnent à boire et à manger. En revanche, la vie d'un champion du monde peut être considérée avec attention. Ainsi, selon Jacques Villeneuve, Max Verstappen n'est pas un être humain. C'est une machine de guerre qui évolue au-dessus de la meute. Alors si Charles Leclerc a eu la bonne idée de rendre hommage au grand Gilles Villeneuve en arborant ses couleurs pendant ce week-end québécois, moi dans la Red Bull numéro 1, j'ai aperçu un casque jaune. Une Mercedes qui mène la course, un duel au sommet entre Hamilton et Alonso, des Ferrari presque au niveau et Russell qui se gaufre dans le mur. C'est le Grand Prix du Canada à Montréal en 2023 et on va le revivre ensemble juste après ça. Bon, une Mercedes qui mène la meute, vous affolez pas, c'est le pescar. Et c'est pas Lewis Hamilton au volant, mais Bert Melander, lequel s'ennuie ferme depuis le départ de Nicolas Latifi. Une safety car déployée consécutivement à une rare erreur de George Russell, pourtant d'ordinaire aussi efficace que rapide, tout le contraire de Nicolas Latifi donc, qui vient d'encastrer sa flèche d'argent dans le mur bordant le circuit. Une erreur déconcertante, surtout concernant Russell, qu'on ne peut même pas mettre sur le compte de la fatigue des freins, des pneus ou du pilote, pas au bout de 15 tours. En fin d'épreuve, la déshydratation aidant, l'erreur est davantage pardonnable, ou en tout cas explicable. De façon tout aussi surprenante, la monoplace noire repart des stands après changement d'aile et de pneus avant d'abandonner avant la fin de course. Un DNF stratégique pour éviter une pénalité ou un bug consécutif à l'incident du début de course ? Difficile à déterminer. Un autre qui a connu un week-end pénible, c'est Nick De Vries. Bien décidé à passer Ragnar à la barbe blonde par tout moyen et à n'importe quel endroit, quitte à passer par le Saint-Laurent, l'autre Hollandais décide d'user la totalité de son train de pneus sur un seul freinage, embarquant K-Mag dans l'échappatoire pour le plus grand plaisir d'Helmut Marko, qui, comme Gunther Steiner, n'en a certainement pas perdu une miette. Pierre Gasly, quant à lui, pourtant bien décidé à marquer des points malgré sa catastrophique position de départ, échouera à la 12e, dégoûté de son week-end québécois.
Pourtant pas loin, mais overcuté par les Ferrari et Checo Pérez qui ne se sont pas arrêtés sous régime de safety car, Esteban Ocon rétrogradera de la P6 à la P8, résultat décevant pour lui, nonobstant un rythme pas si mauvais du tout et un joli comportement tout au long de la course. Une déception qui n'a certainement rien de commun avec celle de Nico Hülkenberg, qualifié P2, puis pénalisé de 3 places de grille, et enfin effondré en 15e position à l'arrivée par la faute qu'il conduit une Haas, que la Haas ne va pas vite et qu'elle détruit ses pneus. Ainsi, comme dirait le philosophe latin Lewis Hamilton, Arc Starpeia Capitoli Proxima. Quitte à rester dans la citation latine, Mea maxima culpa, je me suis gaussé de l'écart aussi impressionnant que préoccupant, pour ne pas dire embarrassant, entre le taureau des Asturies P2 et Lance Tabarnak Stroll P16 en qualif. Certes, on peut difficilement concevoir, hormis Lawrence Stroll, que Fernando d'Espagne et le fiston le plus célèbre de la grille opèrent sur le même plan astral, tant la différence est flagrante. Je me suis déjà interrogé sur l'objectif final de l'écurie Aston Martin. Devenir championne du monde ou faire rouler le fiston? Non, parce qu'un jour, il faudra que M. Stroll père se pose la question afin de justifier son budget auprès de ses commanditaires. Et pourtant, bonne fête papa, Lance arrache le dernier point à Valtteri Bottas dans le dernier virage du dernier tour. C'est dire que le gamin, certes à son niveau, ne lâche rien et qu'il donne tout pour le dernier point. Changé en 2 unités consécutivement à la pénalité affligeante infligée à Lando Norris pour avoir trop ralenti sous drapeau jaune. Hülkenberg lui avait été pénalisé pour avoir roulé trop vite. Décidément, les commissaires continuent de faire n'importe quoi avec les pénalités. Et là que les fans de Sir Lewis veuillent bien se boucher les oreilles, parce que si j'ai égratigné Carlos Sainz pour son comportement pénible en qualification, là je vais en coller une à Sir Lewis. Suite à un unsafe release évident, rien, pas même un avertissement, alors que manifestement la Mercedes coupe la route de l'Aston Martin, forçant Alonso à piler pour éviter l'accrochage dans l'allée des stands, ce qui contrevient au règlement sportif. On a vu par le passé des pilotes sanctionnés pour des fautes nettement moins évidentes. À n'en pas douter, la zone de non-droit formant un halo autour de la Mercedes de Sa Majesté Louise d'Angleterre n'est pas près de s'estomper. Hormis cet incident, et malgré sa défaite face à Fernando d'Espagne, Sir Lewis s'en tire remarquablement bien en accrochant un podium supplémentaire à son incroyable palmarès. Une résistance remarquable, d'autant plus que correcte face à Alonso, qualifié devant Russell et ne commettant lui pas la moindre erreur. À n'en pas douter, ce Grand Prix aura fourni une cartouche supplémentaire à Hamilton en plein milieu de ses discussions avec le directoire Mercedes. Une cartouche que Russell se sera quant à lui tiré dans le pied. Un duel de toute beauté donc entre Papy Louis et Papy Fernando, 50 ans à eux deux, avec dépassement à l'appui au cours duquel je n'ai pas vu le moindre mauvais geste. Quand on pense au métier cumulé qu'il y avait dans ces 2 monoplaces, on ne peut s'étonner que tous les autres soient derrière. Tous sauf Max. Tandis que Los Polos Pérez a cherché la carte du Mexique dans sa boîte à gants, Fernando Alonso, grand fan du lift and coast devant l'éternel, longtemps persuadé de pouvoir aller challenger le taureau rouge hollandais, n'aura pas un tour de répit face à la charge des troupes anglo-allemandes. Non loin de là, au volant de monoplace rouge presque retrouvé, Charles au bout du rouleau Leclerc et Carlos Chicane Mobile Sainz, en formation serrée, se tartent en embuscade durant toute l'épreuve grâce à une stratégie pour une fois inspirée consistant à ne pas s'arrêter au stand sous régime de voiture de sécurité. Ce qui peut sembler surprenant au premier abord, bon sauf pour Ferrari coutumière des stratégies à la con, aura permis de mettre en lumière le fait que pour une fois, la monoplace de Maranello ne bouffe pas ses pneus en 3 tours. Un début de résurrection pour une Scuderia qui commencerait à comprendre ce qu'elle fait? Ou des circonstances particulières dues à un circuit typique? Seul l'avenir nous le dira. Tandis que Valtteri Magnum Bottas a beaucoup bûché pour amener sa rétive Alfa Romeo jusqu'au point, sauvant les meubles dans une écurie en déliquescence et prouvant qu'il bouge encore, Alex Albon me stupéfie une fois de plus par sa capacité à maintenir derrière lui des monoplaces ô combien plus efficaces, sans commettre la moindre erreur ni le moindre mauvais geste. P7 avec une Williams, et avec une Red Bull ou une Ferrari. Avec une Red Bull, Checo el Mariachi Pérez prouve, en terminant derrière les Aston Martin, Ferrari et autres Mercedes, que la voiture ne fait pas tout, et qu'il y a bien un effet Verstappen dans la numéro 1. 10 secondes sur Alonso P2, à quoi on ajoute les 5 secondes acquises avant le Pescar, et ça nous donne une bonne quinzaine de secondes sur la P2.
outre le gouffre les séparant de la meute en qualification, on est à 50 secondes entre les deux sociétaires de Milton Keynes. Magnifique ou embarrassant? Probablement un peu des deux. Je ne comprends d'ailleurs pas, malgré tout l'intérêt que je porte à Checo, la patience de Marco et d'Horner à son égard. Une patience qu'ils n'ont eue ni avec Gasly, ni avec Albon, qui se sont fait virer au bout de quelques mois pour moins que ça. Plus personne ne dispose sur le marché. Perso, à la place de Tonton Helmut, je me rencarderai sur la date d'expiration des contrats de Norris et d'Albon. Et je garderai un œil, et le bon, sur Oscar Piastri, la nouvelle perle de McLaren, qui s'est astreint durant toute la course à nous montrer qu'il savait planter les freins pour aller décrocher une position. Sinon, que dire sur Max? Sur la domination de Max? Eh bien que les fans de Schumacher s'en sont mis plein la gueule pendant 5 années, que les fans d'Hamilton s'en sont mis jusque-là pendant 8 ans, qu'en F1 il y a des cycles, plus ou moins longs, et que le point commun entre Max et Ayrton Senna, c'est ni le nombre de grands prix disputés, ni le nombre de victoires. Le point commun entre Max Verstappen et Ayrton Senna, c'est qu'on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.